Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Ouh, il y a un petit peu d'écho sur le plateau. Merci d'être avec nous ce soir pour ce webinaire dédié à l'assurance vie et ce moment d'échange que nous vous proposons avec nos experts de la gestion pilotée. Alors, vous avez déjà posé de très nombreuses questions lors de l'inscription et c'est normal, tant sur le front de l'économie que des places financières. On continue de naviguer à vue entre la crise sanitaire d'un côté qui se poursuit, qui dure, et d'autres des programmes de vaccination qui montent en puissance, une économie mondiale qui encaisse tant bien que mal le choc soutenu par la politique monétaire bazooka des banques centrales et l'espoir de plans de relance ambitieux, notamment aux États-Unis. On a donc bien besoin en ce moment de l'œil avisé de nos experts pour une nouvelle fois expliquer ce qui est en train de se passer sur les marchés et de voir de quelle façon cela impacte votre contrat d'assurance vie. L'objet de ce webinaire, c'est aussi bien sûr de détailler l'option de gestion pilotée qui est un des avantages et pas des moindres du contrat Boursorama Vie. Et ça tombe bien, pour remplir ce rôle désormais de nos experts, bien c'est un expert mais il en vaut bien deux, Olivier Quinty, vétéran des webconférences Boursorama, gérant allocataire chez Edmond Rothschild. Bonsoir Olivier. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous et à tous. Bon, et avec moi sur le plateau, je retrouve Caroline Chanzy, chef de produit Assurance Vie. Bonsoir Caroline. Bonsoir Laurent. Alors, nous sommes ensemble pour une heure d'échange, bien sûr. Vous pouvez continuer à poser des questions tout au long de cette webconférence. Et puis, vous allez voir, on va vous mettre à contribution tout au long de l'événement avec quelques questions pour tester vos connaissances générales sur l'assurance vie. Allez, tout de suite, on parle du programme. 3 parties. La première, traditionnelle. On va revenir, on va analyser, comprendre avec Olivier la situation économique actuelle avec une série d'indicateurs. Nous reviendrons ensuite sur l'assurance vie en général et le contrat Boursorama Vie en particulier avant de conclure justement, de faire un focus sur la gestion pilotée, le processus d'investissement, la sélection des fonds. Vous comprendrez dans le détail comment les experts qui collaborent avec nous gèrent votre argent. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de cet événement. Un temps y sera consacré pour y répondre à la fin de cette présentation. Tout de suite, c'est annoncé, on va essayer de mieux comprendre ce qui se passe en ce moment sur l'économie et les marchés et c'est notre première partie, c'est maintenant. Et je me tourne virtuellement vers vous, Olivier. Lors de notre précédente édition, vous nous aviez présenté un certain nombre d'indicateurs qui étaient autant de thermomètres un petit peu sur l'état de l'économie. Et je crois, pour les gens qui n'auraient pas vu forcément la dernière édition, que vous avez repris pour cette webconférence un certain nombre de ces graphiques pour bien comprendre leur évolution. Et on commence, je crois, par la croissance du PIB mondial et de même que le sentiment d'incertitude économique. Il va falloir nous réexpliquer ce en quoi cela consiste. Merci. Donc, effectivement, l'idée était de garder quand même une sorte de fil rouge. Oui. La croissance, pourquoi? Même si, quand on subit un choc, comme vous pouvez le voir, l'économie derrière a tendance à se reprendre. On a rajouté d'ailleurs 2022 pour montrer que le potentiel de croissance à moyen terme n'était pas entamé. Effectivement, il y aura quand même un gros enjeu sur le rythme de réouverture des économies de tous les secteurs qui ont été challengés, comme le tourisme, les loisirs, l'aérien. Mais on voit bien que cette année sera une année de rebond significatif grâce aux effets des plans de relance, donc budgétaires des États, les banques centrales qui ont joué leur rôle. Si on rajoutait juste la Chine sur ce petit graphique, en fait, on verrait que c'est le seul pays cette année qui sortira une croissance positive de l'ordre de 2%. Grâce notamment à l'accélération des plans d'infrastructure et le ciblage de la demande intérieure. Donc, on a vraiment en fait un rebond des économies et même en France où on va passer sans doute vers un -9, on espère que l'an prochain on sera plutôt autour de -5. En tout cas, c'est ce qui ressort aujourd'hui des consensus. Donc, l'idée c'est que ça c'est en pourcentage, mais en volume, on retrouvera, en tout cas on l'espère, au courant mi-2022, un niveau global d'activité. Une fois que vraiment tous les secteurs auront réouvert, l'événementiel, comme je disais, l'aérien, etc., donc le tourisme, et on retrouvera au niveau mondial le niveau de pré-crise autour de la mi-2022 sans doute. Bon. Sur l'incertitude économique, on voit sur le graphique qu'elle reste à un niveau élevé, mais que là aussi elle redescend de façon significative. C'est peut-être la note d'optimisme. Cet indicateur d'incertitude, il est assez important puisqu'il est quand même très corrélé aussi à la volatilité. D'ailleurs, la prochaine fois, je pense que je vous mettrai la volatilité avec. En fait, ça illustre quoi? Ça illustre les politiques monétaires, les politiques budgétaires, les taxations, les régulations, mais aussi les problèmes électoraux. Donc, on voit la montée forte de ce graphique. En fait, correspond à la guerre commerciale qu'avait entamée M. Trump avec la Chine.
et puis la perspective des élections américaines. Et on voit qu'effectivement, il baisse. Et si on faisait un zoom et qu'on ne mettait que les États-Unis sur ce même graphique, en fait, on est revenu quasiment au point de départ. C'est-à-dire que la volatilité est revenue sur des niveaux tout à fait normatifs, autour de 23 là tout à l'heure. Donc on est vraiment, on a effacé quand même pas mal d'incertitudes, le Brexit en Angleterre, les élections américaines. Donc on a baissé, on est encore sur des niveaux assez élevés, mais en tout cas, ce ne sont plus des niveaux qui nous paraissent compliqués, ou en tout cas qui sont peut-être qui pourraient freiner éventuellement les investissements. Bon, vous en avez parlé, j'en ai parlé aussi dans mon lancement parce que c'est quand même l'élément le plus peut-être significatif de cette crise auquel on a assisté, c'est bien sûr cette action coordonnée, massive, impressionnante des banques centrales, sans précédent dans son ampleur, on peut le dire. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un appel à la relance budgétaire de la part des États, mais là, Olivier, vous allez faire le point avec nous. On peut dire que pour autant, les banques centrales restent très, très présentes pour soutenir l'économie. Elles vont rester très présentes. C'est d'ailleurs un des éléments majeurs de soutien qui nous rend aussi peut-être un peu plus sereins dans cet environnement de reprise graduelle. Retenez que si on prend que la réserve fédérale aux États-Unis, donc sur la partie rouge, en fait, elle a débloqué 12 000 milliards de dollars aujourd'hui. Donc, mais sur ces 12 000 milliards, qui sont d'ailleurs à la fin, qui seront assez bien répartis entre les rachats d'actifs, donc les rachats d'obligations de l'État américain, les rachats d'obligations d'entreprises, les prêts ou les soutiens, les mesures de soutien à la liquidité interbancaire, eh bien en fait, elle n'a débloqué que la moitié. On est à 7 003. Donc en fait, on a encore devant nous un robinet qui reste ouvert de liquidité et donc qui va permettre en tout cas de financer la reprise économique. Bon, il y a ça, et puis l'autre courbe sur ce graphique, c'est le chômage américain. On avait commenté ce bond du chômage américain, et puis cette redescente quasiment aussi soudaine que ce bond avait eu lieu. Et puis quand on regarde le graphique, c'est peut-être pas forcément très visible à l'écran. On a l'impression qu'on assiste à un léger rebond, une stabilisation. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette courbe, en tout cas de son évolution récente ? Alors déjà, comme vous pouvez le voir sur le bleu ciel, c'était les emplois à temps partiel qui avaient été les premiers à souffrir. Et puis, comme les États-Unis ont réouvert très vite, donc ça, c'est l'emploi aux États-Unis. En fait, on est revenu pas tout à fait au niveau de départ, effectivement. Le taux de chômage est redescendu de 13% global, de 13% à 6,7%. On était à 3,8% juste avant la crise. Donc, on n'est pas encore revenu tout à fait au niveau de départ. Vous vous rappelez pourquoi on regarde cet indicateur aussi, c'est que c'est un des éléments qui est constitutif de la croissance. C'est les 2/3 de la croissance, puisque ça concerne les consommateurs américains. Oui. À côté de ça, on regarde la confiance, les ventes au détail, bien sûr, les mises en chantier. Mais pour autant, cet indicateur de l'emploi, évidemment, il est crucial. Et il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver, parce qu'il a rebaissé. On est quand même sur une courbe qui maintenant est une courbe de reprise aussi. Mais il y a quand même beaucoup de bonnes nouvelles qui vont arriver. Vous savez que dans le nouveau plan de M. Biden, il a proposé le doublement du salaire minimum, de 7,25 $ à 15 $. Alors ça, il faut que ce soit encore négocié, bien sûr, c'est une proposition. Le taux de salaire horaire, il a, lui, déjà commencé à augmenter. On est maintenant sur un rythme quasiment de plus de 5% par an. Donc, on a vraiment des effets positifs. Dans les plans de relance aussi de M. Biden, il y a la volonté de relancer l'industrie automobile pour la faire sortir des énergies fossiles. Et ça, c'est un plan qui prévoit l'embauche de 1 million de personnes dans l'industrie automobile pour passer à l'électrique. Donc, il y a vraiment une vraie tendance et des choses très importantes au niveau social aux États-Unis qui vont soutenir la consommation. Et dernière petite chose aussi qui est un petit peu corollaire à l'emploi, c'est que la couverture sociale, vous savez qu'il y a 10% des Américains qui n'ont aucune couverture sociale et l'ambition, c'est d'arriver à 97% de couverture sociale. Donc il y a quand même des éléments très favorables au soutien de la consommation, au soutien des classes moyennes. Et c'est un élément majeur, encore une fois, c'est les 2/3 de la croissance américaine. Bon, tu as des bonnes nouvelles sur le front de l'emploi aux États-Unis. Autre graphique que vous avez choisi de suivre dans le temps, et c'est les rendements obligataires aux États-Unis en zone euro. Alors la dernière fois où on s'est parlé, on avait une remontée des rendements obligataires réels européens par rapport aux rendements américains, et là on a l'impression que la situation est inversée. Il va falloir m'expliquer ce qui est en train de se passer, Olivier. Alors déjà, rendement réel, pour que tout le monde soit au même niveau d'information, comme on dit. Le rendement réel, on va retirer des taux d'intérêt que vous donnent les emprunts à 10 ans, soit des États-Unis, soit européens. On va retirer l'inflation, puisque finalement, si les taux sont à 1 et que vous avez 1% d'inflation, à la fin, malheureusement, vous gagnez 0, vous n'êtes pas plus riche. Donc l'important de regarder les taux réels, c'est
comme leur nom l'indique, c'est réellement ce que vous allez gagner. Oui. Aujourd'hui, les taux étant déjà négatifs en Europe avec une inflation à 1,60, donc on est forcément en territoire négatif depuis plus de 2 ans maintenant. Et aux États-Unis, on y est encore. Alors, on a une petite remontée des taux réels en Europe parce qu'on a eu un effet de baisse de TVA l'an dernier en Allemagne de 2% pour soutenir la consommation pendant la crise et qui vient d'être remis. Donc, ces 2 points de TVA ont généré une sorte d'inflation fictive, entre guillemets. Ce n'est pas véritablement de l'inflation sous-jacente, la tendance de très long terme d'inflation. Donc, on est maintenant sur des taux réels qui vont remonter graduellement. Ça, c'est ce qu'on pense, nous. C'est-à-dire qu'on ne voit pas de crack obligataire. On est maintenant à la faveur de la reprise. On a un peu de reprise d'inflation. On a des taux qui vont remonter graduellement. Pour autant, ça veut dire que ces taux réels vont remonter très légèrement. On va tranquillement revenir vers le zéro progressivement. Mais on a le corollaire de ces taux réels négatifs, c'est nous la difficulté, évidemment, de pouvoir constituer des poches en dehors des poches actions, donc des poches obligataires, pour aller rémunérer les capitaux qui sont dans ces poches dans les différents mandats. Et bien évidemment, dans un environnement de taux réels négatifs, ça nous oblige à aller chercher du rendement sur des obligations d'entreprise, sur des obligations de dette émergente également, qui ont un peu souffert l'an dernier, mais c'est revenu dans l'ordre aujourd'hui. Petite question-réponse rapide, Fred qui nous pose une question en direct. On lit souvent que l'injection massive de liquidités dans l'économie et l'utilisation de ces milliards par les États risquent d'entraîner de l'inflation. Quel est le risque pour l'assurance vie et en particulier sur les placements offensifs? Et on en reparle en ce moment du retour de l'inflation, notamment aux États-Unis. Absolument. Alors, dans le retour de l'inflation, il y avait cette histoire de TVA en Allemagne. On va avoir d'autres éléments techniques. Vous vous rappelez que le prix du baril de pétrole l'an dernier, au mois de mars, au cœur de la crise, était négatif. Donc, au mois d'avril-mai, on va avoir une vraie hausse de l'inflation, mais qui est une hausse qui est déjà anticipée, pour être clair. Alors, le pétrole, pour mémoire, dans les indices d'inflation, c'est 20%. Vous avez l'énergie et l'alimentation, c'est 20% des indices d'inflation, mais c'est 80% de la volatilité de cet indice. Donc ça, c'est déjà bien anticipé. On avait d'ailleurs, nous, dans notre maison, un objectif de 60-70 $ de fourchette d'objectifs sur le pétrole pour l'été. On y est déjà, on a déjà touché les 60 $. Donc on va avoir cet effet de base qui pourra effectivement un peu inquiéter. D'ailleurs, on a vu les taux qui commencent à remonter tranquillement. Pour répondre à la question, donc on aura un effet mécanique d'inflation. Mais pour répondre à la question de la planche à billets et de la masse monétaire, il faut bien avoir conscience que faire tourner la planche à billets et l'augmentation de la masse monétaire M3 à court terme n'est jamais un bon indicateur de l'inflation. Parce qu'on va vraiment essayer de voir ce qui est la vraie inflation, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente, c'est la tendance de long terme, en dehors des effets mécaniques ou des effets saisonniers. On va avoir de l'inflation. La réponse est oui. Les mesures Covid vont avoir un impact sur les coûts des entreprises. Pour l'instant, on surveille de très près aussi les marges des entreprises. Il n'y a pas d'impact à ce jour. Et dans toute la période de publication qu'on vient de vivre, finalement, à ce jour, il n'y a pas encore d'impact réel sur les marges. Beaucoup d'entreprises ont pu transférer dans les prix de vente ces mesures Covid qui ont finalement soit augmenté les prix, soit ralenti la productivité. Donc, à terme, il faut bien comprendre que l'augmentation de la masse monétaire par l'augmentation de la création monétaire qui a permis de financer les déficits, le corollaire, c'est l'augmentation des déficits publics de l'ordre de 20 points de PIB en moyenne sur la planète, c'est fait aussi dans des conditions très intéressantes pour les États cette fois-ci. Puisque toute la dette qui a été émise l'an dernier par l'Allemagne et par la France a été émise à taux négatif. Donc on augmente effectivement le stock de dette, ça c'est indéniable. En revanche, le nouveau stock de dette, finalement, rapporte quelque part à l'État. Et tout ce qu'on recycle des anciennes dettes, finalement, quelque part, est plus productif que destructeur. Donc, on sera très attentif, évidemment, à comment on va pouvoir réduire ce stock de dette à terme, puisqu'il faudra en passer par là. Mais retenez aussi que l'inflation dans ce domaine est plutôt positive, puisque l'inflation va venir grignoter tranquillement le stock de dette tous les ans, va être grignoté par l'inflation. Donc il n'y a pas que des effets négatifs. Donc à court terme, en tout cas, ce n'est pas une mesure très bonne de l'inflation, puisque ça ne mesure pas l'inflation sous-jacente. Oui. Et ce sont les trends de très long terme. Et pour l'instant, de ce côté-là, on n'a pas d'indicateur de surchauffe. Alors, avant de faire un point rapide sur les indicateurs économiques avancés, qui est l'autre graphique sur cette slide, on a Jean-Marc qui nous dit « Bonsoir, quelles sont les performances de la gestion pilotée Edmond Rothschild Assurance Vie en 2020 selon les différents profils de risque, de prudent et offensif en comparaison du CAC 40 ?» Alors, on va y répondre Jean-Marc, mais pas tout de suite, mais ça me donne l'occasion de lancer un premier petit quiz. Tiens. Question à vous qui nous regardez, à quoi correspond la performance 2020 suivante plus 5,14%, vous allez voir, c'est assez facile, vous pouvez procéder par élimination. Est-ce que c'est la performance plus 5,14% du livret A,
du rendement du fonds en euros ou du mandat équilibré Edmond Rothschild Asset Management. Je pense que vous allez être plutôt nombreux à avoir la bonne réponse. Voilà, un mot, Olivier, maintenant sur ces indicateurs avancés. C'est ce qu'on appelle la soft data, le sentiment qu'on a de l'évolution de l'économie. Là aussi, si je me replonge sur le graphe, je constate que cette courbe, elle a nettement remonté. Elle remonte un peu moins vite, mais elle continue à progresser. Exactement, elle remonte. On n'a pas encore passé la barre fatidique des 100 qui marquera le retour sur un trend de croissance à long terme. Ces indicateurs avancés sont très importants parce qu'eux, ils sont vraiment avancés sur le cycle, puisque là, on prend en compte dans cet indicateur aussi bien les commandes en industrie que la confiance des sociétés. Et effectivement, on sait que 6 à 9 mois plus tard, quand la société a passé les commandes, on le voit dans le résultat des entreprises. Donc, ce sont des indicateurs très importants pour voir où on en est. La Chine, d'ailleurs, à ce titre-là, si on la mettait aussi sur ce graphique, elle est au-dessus des 100. Donc, elle a retrouvé un trend de croissance long terme qui est assez notable. Et effectivement, c'est juste pour vous montrer que cette fameuse courbe en V, qui est quand même assez incroyable, en fait, on va ralentir un petit peu le momentum, donc le rythme de retour à la croissance. Mais en tout cas, à la faveur de la réouverture, encore une fois, des secteurs un peu sinistrés, on devrait rapidement repasser les 100. Bon, pour finir, on a brossé l'évolution de la macroéconomie. On va finir un petit peu sur la micro, les résultats d'entreprise. On craignait cette année 2020 en termes de résultats d'entreprise. On constate que si on regarde les publications plutôt, allez, on va regarder chez nous, du côté du CAC 40, on a trouvé des entreprises plutôt résilientes. Est-ce que c'est une tendance qu'on peut généraliser? Est-ce qu'au final, finalement, les entreprises s'en sortent mieux ou moins mal que ce que l'on craignait? C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le PIB, qui est un indicateur qui n'est pas très bon quand il y a une grande volatilité. Les résultats des sociétés, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que les analystes sont forcément un peu perdus. Alors, il y a les grands gagnants avec la technologie américaine, mais si on regarde une vue d'avion sur la période de publication qui est pas tout à fait terminée, en fait, les sociétés publient très au-dessus des attentes, que ce soit en Europe ou aux États-Unis en termes de bénéfices. Et en chiffre d'affaires, en revanche, c'est plus aux États-Unis. En Europe, c'est plutôt dans la plaque, comme on dit. Donc, c'est plutôt une bonne période de publication dans la mesure où on est clairement au-dessus des attentes. Et ça laisse augurer effectivement d'une année. En tout cas, on se tourne déjà vers 2022 puisqu'on enlèvera cet effet grande volatilité et incertitude après le trou d'air de 2020. Donc, mais la bonne nouvelle, c'est que le quatrième trimestre, les publications du quatrième trimestre sont quand même globalement clairement au-dessus des attentes. Oui. Bon, clairement au-dessus des attentes. Je vais vous demander d'être synthétique parce qu'il y a encore beaucoup de questions à venir et je sais que ces deux questions que je vais vous poser, elles peuvent amener de nombreux développements, donc ça va être une petite gageure pour vous. Yves, pourrait-on concevoir que nous sommes dans une bulle boursière? Et oui, on en parle beaucoup, avec un risque fort de baisse ou de crise. Les indices évoluent à des niveaux records, notamment aux États-Unis. Est-ce qu'il y a un risque de baisse, de crise? Est-ce qu'on est dans une bulle? Alors, pour nous, non. Pour une raison simple, c'est qu'on n'est pas du tout comme... effectivement, quand on voit les indices qui montent de façon assez verticale et qui crèvent les plafonds et qui sont à des niveaux historiquement élevés, il faut retenir que la différence, par exemple, avec ceux qui ont connu la bulle de 2000, c'est qu'à ce moment-là, les valorisations étaient totalement indécentes puisque beaucoup de sociétés ne faisaient même pas de chiffre d'affaires. Là, aujourd'hui, on est sur des sociétés qui sont rentables. Google est rentable, Amazon est rentable, même Tesla l'est devenu. Donc, il faut voir que la seule chose qu'on peut se dire, c'est que, comme toujours, les marchés ont pris de l'avance. Ouais. Et quand la valorisation, juste pour vous rappeler une petite chose, c'est que la valorisation, c'est juste le cours, donc les cours de bourse, le prix qui est rapporté à la croissance des bénéfices. Donc les prix ont pris de l'avance, le numérateur est monté vite. Ce qu'on espère maintenant, et comme on voit que les périodes de publication sont bonnes, c'est qu'effectivement, si la croissance des bénéfices est là, eh bien, les valorisations vont rester sur ces niveaux qui sont certes élevés. On est quasiment sur le haut du range de 10 ans de valorisation, donc, que ce soit en Europe ou aux États-Unis aujourd'hui. Mais c'est justifié parce que les résultats vont être là. En clair, une société qui a pris 20% sur son cours de bourse, si ses bénéfices, elle nous annonce 20% de croissance, sa valorisation, elle n'aura pas bougé. Donc on est aujourd'hui, selon nous en tout cas, on n'est pas dans une bulle telle qu'on a pu la connaître. Oui. Il y a des segments qui peuvent être un petit peu exagérément valorisés. On peut se poser des questions sur, notamment, on revient toujours sur la tech américaine, mais quand on voit les croissances qu'arrive à publier même Apple, qui a dépassé le $1 milliard trimestriel sur le dernier trimestre de l'année, on est vraiment sur des métriques aujourd'hui qui ont complètement changé. Mais clairement, c'est quand même un peu tendu, il faut être clair.
Bon, je le note, hein, c'est un peu tendu, il faut être clair. Merci Olivier pour cette première partie sur cette description des indicateurs économiques à comprendre. On va tout de suite maintenant passer à la seconde partie sur les atouts de l'assurance vie et du contrat Boursorama Vie. C'est maintenant.